Dois-je faire un crédit conso pour constituer mon apport pour mon projet immobilier ou non? C'est la question qu'une cliente m'a posée parce qu'elle avait vu passer un message d'un coach immobilier qui leur donnait cette technique pour les personnes qui n'ont pas d'apport. Remettons les choses dans leur contexte. Quand tu fais un projet immobilier, surtout sur ces dernières années, de nombreuses banques préconisent d'avoir de l'apport. Avoir de l'apport, ça veut dire que si par exemple tu dois acheter un bien immobilier qui coûte 150 000 euros, tu veux emprunter l'équivalent de 150 000 euros, il faut que tu viennes avec au moins 10 000 ou 15 000 euros d'apport. En général, les banques préconisent d'avoir entre 10 et 20% d'apport pour financer ce projet-là. L'apport, en mon sens, je l'ai toujours considéré comme une épargne. Par contre, techniquement, tu peux, c'est vrai, emprunter de l'argent dans le cadre d'un crédit consommation et utiliser cet argent emprunté pour pouvoir l'injecter dans le projet immobilier. En fait, techniquement, je ne vois pas spécialement de contraintes techniques. Parce que aussi, dans le cadre d'un crédit à la consommation, on n'est pas forcément obligé d'avoir une affectation particulière. On peut avoir des crédits voitures, on peut avoir des crédits travaux, donc des crédits conso voiture, crédits conso travaux, mais on a aussi des crédits conso trésorerie. Et là-dedans, en fait, pour réaliser ces projets-là, on n'a pas spécialement besoin de fournir un justificatif de comment est-ce qu'on va utiliser l'argent. On peut le mentionner et expliquer au banquier que typiquement on fait un crédit conso trésor pour acheter, je sais pas, une piscine ou peu importe, mais on n'est pas techniquement obligé, c'est pas censé être un frein. Pourquoi pour moi faire un crédit à la consommation n'est pas une bonne idée pour pouvoir utiliser cet argent dans le cadre d'un apport? Tout simplement parce que cela augmente le taux d'endettement. Si vraiment on n'a pas du tout de cash, autant demander pour moi à la banque un surfinancement. Le surfinancement, ça veut dire que elle va te prêter à la fois l'argent dont tu as besoin pour acheter le bien, mais elle va aussi te prêter l'argent pour financer les frais et même les frais bancaires. C'est-à-dire, on parle souvent de financement à 110 ou 115%. Là, oui, pour moi, c'est intéressant parce que l'argent emprunté qui va à la fois permettre de payer le prêt, rembourser le crédit et à la fois payer les frais, c'est emprunter cet argent à un taux qui est intéressant, qui a un taux de prêt immobilier. On peut aussi, si on achète sa résidence principale, faire appel aux prêts réglementés comme le prêt à taux zéro ou d'autres en fait. Il y en a vraiment plusieurs. Mais utiliser un crédit à la consommation n'est pas une bonne idée parce que le taux du crédit à la consommation est forcément plus élevé que le taux du prêt immobilier. Donc en fait, on va se retrouver avec deux emprunts, dont un emprunt avec un taux très élevé pour pouvoir faire semblant d'avoir de l'apport, parce que pour moi c'est faire semblant, en fait on n'a pas d'apport, et euh, c'est des calculs alambiqués. D'autre part, moi qui ai monté pas mal de prêts immobiliers, forcément je partais du principe que le client allait le dire à son banquier, c'est-à-dire qu'il va dire que je n'ai pas d'apport, j'ai fait un crédit à la consommation pour pouvoir injecter dans ce projet-là un petit peu d'apport. Mais la personne qui m'a parlé qui m'a posé cette question me disait que le coach était en mesure d'expliquer que la personne n'allait pas rembourser son crédit, donc n'allait pas dire à la banque qu'elle avait ce prêt-là. Et donc, en fait, elle allait arriver avec du cash sur ses comptes et financer son projet. Là où pour moi, pareil, le calcul n'était pas forcément très bien fait, c'est que quand on fait un crédit à la consommation, généralement, le crédit passe en amortissable. Amortissable, ça veut dire qu'on commence à rembourser les mensualités. Et quand on commence à rembourser les mensualités et que dans la foulée ou par la suite, on fait un projet immobilier, eh bien, le banquier demande les relevés de compte des 3 derniers mois. Et parfois même, il demande les relevés des comptes des 6 derniers mois pour pouvoir voir sur le très long terme comment le client s'est comporté. Donc, si sur les 6 derniers mois ou sur les 3 derniers mois, on commence à voir des mensualités, forcément, le banquier va avoir connaissance de ce crédit-là. Après, il y a la possibilité de demander un différé d'amortissement. C'est-à-dire que tu fais un crédit consommation
tu vas voir ta banque et tu lui demandes un différé d'amortissement pour pouvoir ne pas rembourser dès que tu reçois les fonds. Admettons, tu empruntes 10 000 € dans le crédit conso et tu dois rembourser ces 10 000 € sur 7 ans à partir du 1er janvier. Tu reçois les fonds le 25 décembre. Normalement, la première mensualité arrive potentiellement le 7 janvier, le mois d'après. Toi, si tu demandes un différé d'amortissement, tu vas demander par exemple 3 mois, eh bien, au lieu de rembourser en janvier, tu vas rembourser plutôt à partir du mois de mars ou à partir du mois de juin si tu as un différé d'amortissement de 6 mois. Donc oui, c'est une opération qui est possible, mais partir sur un tel projet, c'est pas toujours accepté et souvent les différés d'amortissement doivent être justifiés. On accepte les différés d'amortissement dans le cadre des travaux, des prêts consommation destinés à des travaux ou des prêts immobiliers destinés à des travaux, parce qu'il peut y avoir des retards dans les délais, mais quand on fait un crédit à la consommation pure et que l'on demande un différé d'amortissement qui doit être long, mais il faut quand même l'expliquer, il faut quand même le justifier. D'autant plus que si jamais le crédit à la consommation plus le crédit immobilier dépasse le taux d'endettement, eh bien, le client peut se retrouver en situation de fragilité. On n'est pas à l'abri d'un vice caché dans le cadre du projet immobilier. On n'est pas à l'abri d'un problème de trésorerie, une chaudière à réparer, un ballon d'eau chaude qui pète, l'électricité qu'il faut refaire, un dégât des eaux. Bref, on n'est pas à l'abri d'une problématique qui nécessite d'avoir de la trésorerie. Donc, si déjà, à l'origine, on n'avait pas de trésorerie, on a emprunté pour financer l'apport, en fait, on se retrouve dans un gros déficit et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Voilà, donc voilà ma réponse à cette question. Et pour tous les gens qui se posaient la question, le banquier normalement le sait. Tout simplement parce que quand il fait le projet, il regarde tous les comptes, il surligne. Moi, je me souviens, j'avais un surligneur. Je surlignais tous les crédits, tous les débits et je posais la question au client. Tous les crédits que j'identifiais, je demandais les tableaux d'amortissement. Et quand il y avait un paiement en plusieurs fois que j'identifiais, et bien souvent, je demandais les factures, je demandais tous les justificatifs pour être bien sûre et certaine que l'on était. Si c'est dans le cadre d'un paiement en 3 fois, on est bien au niveau du 3e mois, donc de la dernière échéance. Et si jamais il y a plus d'échéances, il y a 6, 7, 8 échéances, et ben on est dans un cadre d'un crédit à la consommation. Donc, c'est quelque chose que je prenais en compte dans le montage de mes dossiers. Voilà, j'espère que si tu te posais la question, désormais, tu as une réponse et que cette réponse va pouvoir t'aider à prendre de meilleures décisions si jamais tu as un projet immobilier. Concernant les projets immobiliers, je trouve que la période actuelle, c'est plutôt une bonne période pour pouvoir se lancer, tout simplement parce que les taux sont en train de baisser et les prix de l'immobilier sont aussi en train de baisser. Donc, si jamais tu as un projet immobilier, c'est le moment de se lancer. Plutôt que de passer par un crédit à la consommation, moi, je considère de te lancer avec le montant de l'apport que tu as, même si ça ne fait pas 10%, même si ça ne fait pas 20%, tu peux toujours proposer au banquier de souscrire à des produits d'épargne comme élément de négociation, ce qui va t'aider à le mettre en confiance. En effet, il faut bien analyser le TAEG pour bien comprendre le coût total de son crédit. Enfin, je t'invite à aller voir ton banquier en amont d'un quelconque projet pour pouvoir te faire accompagner, avoir une bonne idée sur les chiffres et choisir le projet complètement adapté à ton profil. Si jamais tu as des questions, des doutes, n'hésite pas à réserver une séance de coaching avec moi. J'aide mes clients à faire ce genre d'opération, calculer leur capacité d'emprunt, analyser avec elles quels sont les projets les plus adaptés à leur profil. Si jamais tu veux améliorer tes connaissances, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'ai écrit qui permet aux femmes et aux hommes de plus en plus à améliorer leur relation avec l'argent. Le lien sera disponible dans la bio. En attendant, retrouve-moi sur Instagram, réseau sur lequel je partage l'intégralité de mes actualités. Je te laisse là, ma money girl préférée, et je te dis à mardi prochain. Bisous!